Bonsoir, merci d'être nouveau devant vos petits écrans pour suivre votre émission préférée. Une émission qui aujourd'hui, qui s'est dit le 24 avril 2018, jour pour jour, le fait Maréchal Mobutu avait quitté cette terre des hommes, lui qui avait incarné ce pouvoir. Quand vous allez suivre mon invité de ce soir, et puis nous avons dit, nous devons recevoir sur ce plateau, quelqu'un qui a la maîtrise de la situation de ces pays, afin de faire avec lui une très bonne analyse et puis des projections. Alors, lui c'est qui? Lui c'est M. Norbert Yamba-Yamba. Vous savez, M. Norbert Yamba-Yamba est l'un des acteurs, l'un des piliers de la société civile de ces pays auprès de ses pairs. Lui, il est aussi le président de la nouvelle vision panafricaine. Voilà. On va découvrir si c'est un parti politique ou une association de la société civile. On va les découvrir au cours de cette émission. Il est aussi l'ancien conseiller de M. Etienne Tshisekedi Wamulumba, paix à son âme. Secrétaire général du Front citoyen pour la République. C'est un parti politique qu'ils avaient mis en place avec les honorables Ewanga. Et il est aussi consultant international en matière du développement durable. Voilà. Massolé, belé, une seule personne, une tête. Ça veut dire qu'en face de moi, j'ai une tête qui va réfléchir sur l'avenir de la nation. Vous l'avez chaque fois suivi, hein? C'est un habitué par rapport à ces raisonnements. Bonsoir, Monsieur le Président. Bonsoir. À tous ces titres, je me dis, vous êtes président de la Nouvelle Vision, ancien conseiller de M. Etienne Tshisekedi, personnel, secrétaire général des partis politiques, consultant international. Je vais vous appeler, tantôt je vais vous appeler consultant, tantôt je vais vous appeler secrétaire général, parce qu'avec vous, on va parler de tout sauf de rien. Merci bien, je suis dispo. Ce sont des qualités que j'ai assimées tout au long de ma carrière. Ouais. Et donc, on ne change pas l'histoire. Voilà. Je serai en mesure de répondre à toutes les questions que vous poserez. Au moins vous, on sait qu'il y a une histoire. Vous avez une histoire. Hein? Il y a ceux qui deviennent, on leur papillonne, paf, ils assument des fonctions, mais il n'y a pas de parcours. Hein? Oui, tout à fait. C'est ça le problème de la République. C'est pourquoi vous avez aujourd'hui, il y a trop de douleurs d'affrontement, parce qu'il y a trop de gens qui prennent les trains en cours de route. Et dans une salle d'urgence, on n'envoie pas des stagiaires. Voilà. Et en force d'avoir des stagiaires dans les institutions de la République qui ont mission de pouvoir construire la prospérité d'un peuple, ça pose problème. Parce que le Congo n'est pas seulement un pays, mais c'est un sous-continent. Oui. Imaginez-vous que le Rwanda, c'est 100 fois pour faire le Congo. Quand vous prenez un pays comme République Sao Tomé Principe, c'est 36 fois pour faire le Congo. Quand vous prenez la Belgique, c'est 80 fois. Quand vous prenez la France, c'est 4 fois et demi. L'Allemagne fédérale, c'est 5 fois. Le Japon, c'est 9 fois. Alors maintenant, un pays comme celui-là, vous ne pouvez pas le confier à n'importe qui, sinon là, vous planifiez directement la mort. Mais M. Norbert Yamba-Yamba, lorsque vous faites allusion à ces pays qui, du point de vue superficiel, entrent dans le Grand Congo plus de fois, mais aujourd'hui, le Congo, avec une population, disons, dire pauvre, c'est trop, donc une population quasi inexistante. Donc, comment vous voyez tout ça? Est-ce que c'est à cause de notre superficie que le Congo est mal géré et que ces pays-là, à faible superficie, ils sont bien gérés? C'est une question difficile, Cyril. Vous savez que l'Afrique, notre continent, est unique. Mais elle dispose de 5 régions. Voilà. Il y a le nord, il y a le sud, il y a l'est, l'ouest et le centre. Le centre, oui. Et dans chaque région, il y a ce qu'on appelle des locomotives. Voilà. Qui drainent les autres pour avancer, aller de l'avant. Voilà. Et au nord, ce sont des pays maghrébins. Et vous avez l'Égypte, aujourd'hui, qui dispose de 310 milliards de dollars de produits intérieurs bruts. Vous êtes en Égypte, vous avez des rails de TGV, vous avez des tramways, vous avez des routes, vous avez des barrages opérationnels, vous avez l'électricité en permanence, vous avez l'eau. Et pourtant, ils n'ont que les Nils avec toutes les difficultés liées véritablement à son approvisionnement.
Mais vous avez également des pays comme le Maroc qui aujourd'hui, visiblement, a tous les remplit tous les critères d'être un pays émergent. Voilà. Vous avez l'Algérie, vous avez la Tunisie, vous avez la Libye, vous avez la Mauritanie. Et vous savez qu'en Afrique, il y a 10 pays, 10 puissants économiques qu'on appelle top 10. Tous ces pays maghrébins, ils s'y trouvent, sauf la Mauritanie. Lorsque vous êtes, par exemple, à l'ouest, vous avez le pays comme le Nigeria, qui est un pays subsaharien, noir, et qui aujourd'hui dispose de 520 milliards de dollars de produits intérieurs bruts, plus que l'Égypte. Et puis, bon, le Nigeria est à côté de la Côte d'Ivoire, est à côté du Gabon, Sénégal, donc il y a les Ghana aussi, les Africains de l'Ouest, le Ghana. Et c'est très clair, quand vous êtes au Ghana, vous voyez comment le monde est en train de bouger. En Côte d'Ivoire, aujourd'hui, vous avez des rails, des TGV achetés. Et vous savez, le TGV coûte 10 milliards de dollars. Et bien bon, le Nigeria en dispose aujourd'hui. Et lorsque vous êtes en Afrique, au sud, en Afrique australe, vous avez l'Afrique du Sud, qui est parmi les 5, les BRICS, avec la Russie, la Chine, le Brésil, l'Inde et l'Afrique du Sud. Et dispose de 400 milliards de dollars. La première puissance économique, parce que le Nigeria a connu une certaine récession économique. Mais il y a 70% de la population sortie de la pauvreté. Il en reste 30 et ils se battent. Et c'est comme ça que vous voyez, ils sont en train véritablement de lutter contre la corruption. Mais vous êtes à l'Est, il y a un pays aujourd'hui phare qui est devenu la puissance régionale, c'est l'Éthiopie. Et l'Éthiopie, c'est le leader, la locomotive qui entraîne naturellement le Kenya, la Tanzanie, tous ces pays de l'Est, etc. Aujourd'hui, en émergence. L'Éthiopie hier qui était pays affamé. Pauvre. Et quand vous prenez la route vers l'intérieur, en 200-300 km, vous ne voyez que de macadam. Aujourd'hui, l'Éthiopie dispose du plus grand barrage d'Afrique, le barrage de la Renaissance, qu'on vient de terminer sa construction. 6000 mégawatts. Et nous avons les potentialités de 100 000 mégawatts. Et nous n'avons que 1000 mégawatts comme ce qui est opérationnel. Et lorsque vous quittez l'Est, vous êtes au centre. Et c'est le Congo-Kinshasa qui du reste constitue à cause de ses potentialités la locomotive qui draine les Congo-Brazza, qui draine le Gabon, qui draine le Rwanda, le Guinée équatoriale, l'Angola, etc. Malheureusement, parmi les 10 puissances, les 10 puissances économiques de l'Afrique, toutes les locomotives des différentes régions, dont il y en a 5, font partie véritablement de ces puissances économiques, sauf le Congo. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas quitter le nord de l'Afrique vers le sud si vous ne passez pas par les centres. Or, les centres est à genoux. Il y a une opacité. C'est le Congo-Kinshasa, avec seulement 40 milliards de dollars. Et malgré le boom économique, le boom minier, aujourd'hui, on a les coltas, 80% des réserves mondiales, on a le cobalt, 60% des réserves mondiales, etc. Et bien, malgré la tonne, c'est 87 000 dollars pour le cobalt, et le coltan, 61 000 dollars. Mais nous n'avons toujours pas l'argent, incapables d'organiser les élections, etc. Donc, je me suis dit, il faut que je termine. Et donc, vous ne pouvez pas quitter le nord pour aller vers le sud. Vous ne pouvez pas quitter l'ouest vers l'est. Il faut passer par le centre. C'est le Congo. À genoux, trou noir. Et nous avons réfléchi en se disant, pour ce 21e siècle, il a été déclaré le siècle asiatique, mais beaucoup d'observateurs ont estimé que le 21e siècle serait le siècle africain. Pourquoi? Parce qu'il y a 3 choses. Première chose, lorsque vous regardez la superficie de l'Afrique, c'est très clair que l'Afrique dispose de 30 millions de kilomètres carrés. Quand vous comparez avec des pays comme les États-Unis, c'est 9,8 millions de kilomètres carrés. La Russie, c'est 17 millions de kilomètres carrés. La Chine, c'est 9,6 millions de kilomètres carrés. Mais nous avons 30 millions. Donc nous avons de l'espace. Et nous pouvons véritablement, au travers de notre espace, travailler si nous avons une élite d'intelligence.
une élite d'excellence, une élite transformationnelle, pour que nous puissions bouger l'Afrique. Et nous avons également la population. Vous savez qu'à l'an 2100, nous aurons 2,4 milliards. Donc, une personne sur 3 sera africaine. Et le Congo-Kinshasa, aujourd'hui, a 87 millions. Mais à 2035, je vais sur le coup, oui, on sera 160 millions, le double. En 2050, on sera plus de 200 millions. Et donc, à 80 millions, nous avons 97% des chômeurs. Parce que le travail rémunérateur est de 4%. Nous ne savons pas avoir l'électricité, nous ne savons pas avoir l'eau, nous ne savons pas manger, nous ne pouvons pas trouver du travail, les routes sont impraticables, les provinces sont en déroute, etc. Mais question... si dans 17 ans, on a 160 le double, on fera comment? Et c'est comme ça que nous avons eu l'idée, en se disant, il faut réfléchir, qu'est-ce qui peut permettre à ce que l'Afrique puisse avancer? Alors, j'ai dit, il faut revenir aux idées des pères de l'indépendance qui auraient souhaité à son temps que nous puissions créer les États-Unis d'Afrique, dont la capitale serait Kinshasa. Et si Kinshasa est à genoux, si Kinshasa est un trou noir, et donc l'Afrique ne va pas bouger parce que Kinshasa va freiner le développement de l'Afrique. Alors maintenant, si nous avons une élite d'excellence, si nous avons une élite motivatrice, une élite inspiratrice, alors à ce moment-là, on va mettre le Congo debout et le Congo va permettre à bouger d'autres régions et on va partir. On va partir parce que nous sommes au milieu. Merci, M. Norbert. M. Norbert, lorsque je vous présentais au début là, je disais aux nombreux téléspectateurs qui nous suivent que vous avez été conseiller de M. Etienne Tshisekedi. Nous savons la valeur de cette tête qui est partie dans l'au-delà. Mais apparemment, vous savez dans quelle marmite de la RDC on est en train de préparer ce pays. Comment voyez-vous le comportement de vous, l'homme politique congolais? Est-ce que c'est comme vulgairement on dit état d'âme? Excusez-moi. Vulgairement, les gens parlent d'état d'âme des Congolais, état d'âme de la République. Est-ce que Dieu a oublié ces pays? Est-ce que nous sommes en enfer? Est-ce que c'est comment? Cette question, elle est très complexe, Cyril. Elle est très complexe parce qu'elle exige plusieurs facettes. Première chose, vous savez, aucune société ne peut décoller si elle ne dispose pas de sa spiritualité. Nous avons fonctionné avec nos ancêtres. Vous savez que l'industrialisation est arrivée au 19e siècle. Et avant, il n'y avait pas d'industrialisation. 19e siècle. C'est très clair qu'à un moment donné, nous avions pratiquement les mêmes élans, etc. Et que l'Afrique existe avant tous les autres continents. Nous existons il y a 37 000 ans. Et l'Europe, il y a 22 000 ans. Et l'Afrique a été le continent par excellence. À cause de ses capacités spirituelles, de ses capacités scientifiques, de ses capacités culturelles, de ses capacités économiques. Beaucoup d'Européens venaient en Afrique pour vivre, pour apprendre. Je vous donne l'exemple d'Hérodote, qui était un historien, qui a passé son temps en Égypte antique. L'Égypte antique était noire. Vous avez des gens comme Pythagore, des gens comme Thalès, 22 ans dans la cour de Pharaon. Vous avez des gens comme Platon, 30 ans en Égypte. C'est eux qui ont copié les productions égyptiennes de l'époque et qui ont ramené ça en Grèce. Et ils ont mis leur nom. C'est comme ça, vous avez le théorème de Thalès, le théorème de Pythagore. Mais ce sont les prêtres qui étaient dans la cour de Pharaon qui ont pondu ces théorèmes mathématiques, etc. Et qui, visiblement, ont enseigné Pythagore et Thalès. Et quand ils sont rentrés, ils l'ont occidentalisé au point de mettre leur nom à la place. Donc, l'Afrique a une référence. L'Afrique a une histoire. L'Afrique a connu une spiritualité. Mais lorsque les Occidentaux, notamment l'Europe, sont venus chez nous, ils nous ont fait croire que nous ne connaissions pas Dieu.
Je m'excuse beaucoup de dire ces choses parce qu'on nous a tellement bloqué le raisonnement. C'est peut-être la raison de votre mouvement. Oui, bien entendu. On nous a fait croire que nous, on ne connaissait pas Dieu. Oui. Et chez les Bakongo, chez vous, je ne sais pas comment on appelait Dieu avant. Mais chez moi, entre les tétés là, on dit Onyashongo. J'ai entendu, il y a des gens qui disent Nzambi Mpongo. Oui. Donc, dans chacune de nos langues, on connaissait Dieu. Oui. Et il y a eu des cérémonies où on était en contact, en connexion avec les divins. Et croyez-moi, quand ils sont venus, ils nous ont inhibé cette spiritualité. Et la spiritualité permet à la personne d'avoir l'intuition, la vigilance dans sa société, la connexion avec les esprits qui régentent la société. C'est comme ça que vous voyez les Américains en train d'aller vers 200 millions de kilomètres à l'espace. Mais ce ne sont pas des formules de laboratoire, ce sont des inspirations, des contacts et les connexions avec les ancêtres. Et on nous a inhibé cette capacité de créativité, etc., qui a fait à un moment donné que les Égyptiens étaient un pays excellent et finalement. Et donc, il y a deuxième chose, c'est l'école. L'école qu'on nous a amenée, c'est une école très compliquée et qui a fabriqué véritablement des aboutis fondationnels. Vous avez des gens qui se déclarent docteurs, licenciés, gradués, D6, etc., mais qui n'ont aucune valeur de société. Combien d'institutions vous avez vu des gens qui sont universitaires, qui s'en réclament et qui sont responsables et qui ne font bouger? Aucune inventivité, aucune créativité, aucune imagination. Et c'est comme si dirait qu'on est auréolé d'un prestige d'avoir été à l'université, ça s'arrête là. Beaucoup de pays à travers le monde ont décollé à cause de leur école. Et nous avons connu l'école ésotérique. Lorsque vous êtes, n'est-ce pas, au Kivu, chez les Bariga, on appelle le Kimiriki, où les jeunes gens sont initiés pour être en connexion avec les esprits de l'environnement, etc. Et quand la religion qui est arrivée, chaque chose, quand on fait comme ça, on dit non, c'est diabolique. Et quand vous regardez pratiquement toutes les photos, tous les films, vous voyez le diable avec les cornes, c'est les noirs. Et on nous a fait croire que nous tous, nous irons à l'enfer. Et parce qu'il faut que nous puissions connaître leur Dieu. Et l'école... Apparemment, c'est la vision, c'est l'objectif de votre structure. Bien entendu. Et nous nous battons. Parce que je suis en contact avec les Afro-descendants aux États-Unis, avec les Carabéens, en Guadeloupe, à Guyane, aux Antilles d'une manière générale. On est en train de travailler. Il y a la diaspora africaine. Il y a les 43 pays que j'ai fréquentés avec qui nous avons travaillé pour laisser des relais volontaires pour travailler dans cette perspective. Nous avons également un autre problème qui nous a assujettis. Vous savez, nos écoles sont en divorce avec nos réalités. Nos écoles ne sont pas des réponses à nos problèmes. Vous avez dans un milieu où on pratique la pêche, on pratique la chasse, on pratique, n'est-ce pas, l'agriculture, mais aucune école agricole, aucune école de pêche, aucune école de chasse. Et donc, quand vous terminez, vous êtes en littéraire, et donc il faut aller en ville chercher du travail, vous ne trouvez pas. Et quand vous devenez, vous terminez ta licence, vous devenez un chômeur de luxe, au relais d'un précis d'avoir été à l'université, mais aucune valeur ajoutée. Et donc, quand vous terminez ces écoles qui forment des aboutis fondationnels, vous avez là les institutions. Les institutions que nous utilisons sont des institutions importées. La démocratie dont nous parlons, elle est fondamentalement occidentale. Elle a été importée. Ce sont les Occidentaux qui nous ont amené la République. Nous ne nous avons pas connu. Nous avions eu des royaumes. Et nous avions notre façon de gérer nos pays. Mais quand ils sont arrivés, ils nous ont amené la démocratie. Or, nous faisons une démocratie avec une élite imbécilisée. Okay. Excusez-moi. Vous savez, vous avoir dans un plateau, ce n'est pas facile. Il y a de la matière que nous voulons décortiquer aujourd'hui avec vous. Je ne vais pas trop vous laisser là parce que... Merci bien. Alors, je suis à votre disposition. Il faut organiser plusieurs émissions. C'est ça le problème. Alors, monsieur Enobe Yamayamba, vous avez une histoire dans ce pays, qu'on se le dise. Qu'on se le dise. Vraiment, je vous prie d'avoir des dépêches sur terre. Mobutu est parti aujourd'hui il y a 28 ans. Donc, ma soumounion Samboko Kaka Mobutu. Mobutu est parti il y a 28 ans. Vous ne voulez pas faire décoller ces pays. Aujourd'hui, 28 ans. On va où? D'une manière brève, si on vous demandait de faire un petit bilan.
28 ans près. D'une manière brève. Cyril, Naïb Sekiote, Oui. Comment ils ont trou noir. Vous savez, Cyril, tu connais ce que moi j'ai fait. Oui, oui. J'étais à Douala en 2015. Et j'étais invité à une grande conférence sur la révision des constitutions. Et on a réuni 43 pays africains. Et sur les 43 pays africains, il y avait 17 pays qui étaient en instance d'organiser des élections, soit en 2016, soit en 2017. Et tous ces pays qui étaient en instance d'organiser les élections sont des pays qui sont dirigés par des anciens opposants. Curieusement, dans ces 17 pays, tous les chefs d'État voulaient changer leur constitution pour rester au pouvoir. Et qui ont critiqué les anciens pour avoir été longtemps, etc. Voilà. Ça veut dire quoi? Ça veut dire en fait que la question et la problématique de la difficulté que nous avons, de la pauvreté, est ailleurs. Nous avons importé, n'est-ce pas, des institutions qui ne correspondent pas aux réalités qui sont les nôtres. Nous devons nous réconcilier avec notre manière de faire les choses. Nous devons véritablement nous restituer le pas ontologique qui est le nôtre. Nous avons une manière de gérer nos pays, nos royaumes, etc. Nous avons vécu. L'Occident est venu. Il a voulu que nous copions tout. Parce qu'il estime que sa culture, elle est prédominante. Ses valeurs sont présupposées universelles. Or, tout compte fait, lorsqu'on analyse les choses, toutes ces valeurs ne sont pas datables en différents espaces. La preuve, c'est que, comment expliquer des grands opposants? Je ne vais pas citer les chefs d'État. J'ai connu certains avant d'être, parce qu'on a été avec eux dans l'Alliance socio-démocrate. Je connais des présidents et même des premiers ministres qui ont siégé avec nous, parce que moi je suis quand même personne des ressources au sein de l'Alliance socio-démocrate en Afrique. Et on a été. Ils ne giraient que par la démocratie. Mais curieusement, quand ils arrivent, ils sont fait mandat, on leur pose la question, est-ce que vous partez? Ils disent, je vais demander le peuple. Mais vous demandez le peuple comment? On s'est déjà entendu au travers de la Constitution. Le peuple s'est prononcé que vous avez un mandat renouvelable une fois. Et vous voulez demander le peuple. C'est que très clairement, la dose culturelle qui est la nôtre ne correspond pas au schéma que les Occidentaux nous ont amené. Il faut inventer un autre modèle alternatif. Et les gens comme Bambosang disent qu'aujourd'hui, plus que jamais, les chercheurs africains doivent aider à fouiner notre patrimoine culturel, à dégager des schémas qu'on peut théoriser pour faire un greffon culturel. Parce qu'aujourd'hui, aucune société ne peut vivre de manière autarcique. On a besoin des expériences des uns des autres. Il faut donc construire un greffage, un marcotage, pour que nous ayons un système qui permette véritablement à adopter des valeurs qui sont les nôtres. Senghor parle de l'enracinement avant de s'ouvrir. Césaire parle de l'approfondissement du particularisme. Nous n'avons pas de fondation. Nous sommes des abrutis, comme je veux, des illettrés fondationnels, parce que nous n'avons pas de fondation. On construit des thèses de doctorants en droit, mais on ne parle pas du droit africain. On construit des thèses en économie, mais on ne parle pas de l'économie africaine. C'est bizarre. Et ces gens-là, lorsqu'il est bité à une difficulté par rapport à notre environnement, qui du reste est différent des environnements de provenance de toutes ces sciences, etc., il a tendance à recourir. Mais moi, je voulais... Il faut que je termine par là. Parce que, regardez, nous avons Ebola chez nous, même le sida, même si le sida aujourd'hui se prouve que c'est un virus qui est sorti d'un laboratoire pour nous décimer, nous les Africains, etc. Mais Ebola, aucune maladie qui puisse sortir dans un environnement s'il n'y a pas un médicament. Dieu, il est tout puissant, il a organisé les choses. Mais regardez nos pharmaciens, regardez nos médecins. Lorsqu'il y a une nouvelle maladie, on est des perroquets, quoi. Il répète tout ce qu'on lui a donné comme matière occidentale. Mais il ne peut pas interroger notre superbe végétation, où il y a des feuilles, on peut faire des choses merveilleuses pour résoudre les problèmes de la maladie. On recourt à la médecine tropicale en Belgique, etc., où on dit, bon, il faut aller en Inde. Or, les Indiens ont tout fait pour se réconcilier avec leur environnement, en ayant leur propre médecine. Aujourd'hui, des gens quittent les États-Unis pour se faire soigner en New Delhi. Aujourd'hui, la Chine a ses propres, c'est pas médicaments, ce qu'on appelle la médecine chinoise. Toutes
les infrastructures qui sont réalisées par les Chinois, ce n'est pas la technologie américaine. Excusez, mais nous, où sont nos intellectuels pour nous aider à théoriser les choses? Mais il faut qu'il y ait, n'est-ce pas, une classe, un groupe d'individus qui doivent booster. Si dans un pays, la politique ne marche pas. Mais c'est pour tout part là-bas. C'est pourquoi on était en train de parler du maréchal. Le maréchal est parti, mais il est en train de rigoler là où il est. Parce qu'effectivement, il a été pourchassé, il a été sali, il a été saboté. Voilà. Et curieusement, il y a même des gens qui font plus de mal que lui. Voilà. Tu vois? Et donc, on n'a pas inventé un système. Voilà. Et les gens ont pris les tirs en coup de route. Dans une salle d'urgence, on n'envoie pas de stagiaires. Vous allez planifier un pays malade, un pays à la dimension continentale. Et vous croyez que vous êtes en train de gérer un quartier. Vous savez qu'il y a des pays comme ça. Comme ça, au même principe. C'est un quartier d'ailleurs. 1000 km. Mais ils ont des bateaux, ils ont des avions. Ils n'ont que la pêche dans la côte atlantique. Et donc ce pays a 1000 km² avec 200 000 habitants. Alors maintenant, un pays comme le nôtre, qui a la possibilité, n'est-ce pas, d'avoir autant de personnes, etc., et curieusement, donc, on n'est pas en train de travailler dans la perspective d'avoir des élites. Et les élections aujourd'hui, qui du reste deviennent un élément de prédilection, l'espérance de tout un peuple, aujourd'hui, elle est en train d'être sabotée. Sabotée par l'élite politique. On n'a pas la possibilité de choisir des hommes et des femmes qui ont des grandes idées. Parce qu'aujourd'hui, un Congo a besoin de l'homme qui a une grande puissance du savoir, qui a une puissance de la connaissance, qui a la capacité de voyager dans les temps. 50 ans, 100 ans, il vient, il embarque et on embarque. Mais ici, chez nous, chasse le compamba, personne ne s'intéresse. Personne ne s'intéresse. Quand vous voyez quelqu'un qui a une vocation, quelqu'un qui a une onction, tout fléri, vous sentez les étincelles, qu'il est capable de bouger un pays. Mais on va dire, écoutez, ce monsieur ne peut pas diriger le pays parce qu'il n'a pas l'argent. Voilà une bassesse à l'outrance où l'élite politique intellectuelle est imbécilisée complètement. C'est comme ça que vous voyez des inquiets quelqu'un aller dans tel autre et ils commencent à danser, à chanter et à considérer ceux qui ont trouvé hier comme Satan des providentiels. Voilà la société dont nous avons. Alors, avec une telle élite, vous ne pouvez pas changer la situation. Vous ne pouvez que regretter. C'est comme ça qu'aujourd'hui, plus que jamais, vous qui avez le média, aidez les hommes et les femmes qui ont une vision long-termiste, une vision pour mettre le Congo debout parce que le Congo est à genoux. Et ça, c'est très important. Mais écoutez, est-ce qu'on a le même entendement? Quand vous êtes dans telle ou telle chaîne, etc., vous avez des difficultés, il faut avoir l'homme qui a l'argent, il faut chanter pour lui, etc. Et puis bon, voilà, on va rester la même situation. Parce que je vous ai dit que si hier nous avions connu un dictateur, aujourd'hui nous avons un démocrate. Même moi, le régime aujourd'hui, c'est la filière de la démocratie, c'est l'alliance des forces démocratiques qui sont venues chasser la dictature. Et ils sont contents au relais d'un précis d'avoir chassé la dictature. Où sont les résultats? Où est-ce qu'on en est? Est-ce que lorsque vous vous voyez entre vous, les frères, même si vous ne partagez pas la même opinion politique, vous vous demandez aussi, vous vous posez aussi des questions pareilles entre vous, parce que vous côtoyez vos frères qui sont à la majorité, à l'opposition. Vous savez, moi j'ai horreur. Vous savez, il y a beaucoup de gars, on a étudié avec lui en Belgique. Il y en a ceux qui étaient même en Suisse ou en France, etc., mais qui sont revenus et qui sont dans le pouvoir. Et qui juraient. Quand il était de l'autre côté. Oui, que si nous avons le pouvoir, nous sommes capables de faire des choses. Aujourd'hui, ils sont devenus maigrichons, fondamentalement des abrutis. Ils ne peuvent rien faire. Il va vous raconter, j'ai maintenant 700 hectares dans tel coin, j'ai maintenant 1000 hectares dans tel coin, j'ai tel immeuble, etc. Donc, ça s'appelle en sociologie la théorie de la réification. La valeur d'un homme, c'est le matériel qu'il dispose. C'est bizarre. Et donc, on est véritablement retombé dans l'Antiquité. Et lorsque vous avez des hommes et des femmes qui gèrent la République avec une vision antique, alors ça devient un danger public. Alors, l'année 2018, il semblerait qu'il y aura des élections. Nous parlons, il semblerait.
voyez-vous pas que c'est une occasion offerte à vous, les politiques, les ténors de la société civile, pour dire à la population le temps de la carte rouge est arrivé? Non, mais aujourd'hui, il y a une sorte de programmation d'un schéma opératoire pour que les élections ne se tiennent pas dans les conditions. Il faut choisir des hommes et des femmes qui peuvent relever le défi. Et relever le défi suppose lutter contre la pauvreté d'un peuple. On vous impose aussi la machine. Vous voyez, la machine à voter, vous voyez les laboratoires de la CNI, vous voyez le sourire permanent du président qui visiblement est une arme pour caresser, bercer les gens de manière à lui faire confiance, et curieusement, au travers tout ce qu'on voit, etc., ce n'est pas véritablement la réalité. Vous avez compris qu'on ne met pas n'importe comment la CNI dans un pays. La commission électorale nationale indépendante, elle est mise lorsqu'il y a une crise de confiance entre la classe politique et le ministère de l'Intérieur. Le ministère de l'Intérieur, en principe, c'est lui qui a le prérogative d'organiser les élections. Lorsqu'on crée une commission, c'est pour rassurer les uns les autres, construire la confiance, dédramatiser l'atmosphère des relations politiques. Mais curieusement, on met en place une commission, on donne des hommes et des femmes qui viennent de différentes tendances, et curieusement, comme l'élite politique et sociale est foncièrement imbécilisée, instrumentalisée, robotisée à souhait, et donc même ceux qui aujourd'hui se réclamaient de l'opposition, ils arrivent dans cette ils s'embarquent, il semble qu'il y a l'argent disponible, etc. Il y a même des gens qui ont changé de forme, etc. Vous voyez, donc tout cela montre très clairement qu'il y a un problème. Mais on ne peut s'en sortir que lorsqu'il y a un visionnaire. On ne peut s'en sortir que lorsqu'il y a quelqu'un qui a une volonté volontariste de voir le Congo se mettre debout, qui va éviter ce genre d'imbécilisation. Ou même la société, vous avez parlé même de la société civile aujourd'hui. Il faut écouter des déclarations, des incantations, des déclarations martiales, des coups de gueule, des mégaphonies autour d'un certain nombre de choses. Non, le Congo a avancé. Non, le Congo, les chefs chantiers ont réussi, etc. Et ce sont des acteurs de la société civile. Et je trouve que mes frères sont imbécilisés. Mais pour quel avenir? Les enfants de nos enfants, ils vont trouver quoi? Quand est-ce qu'on va arrêter cette manie? Le pasteur Le pasteur Kofo l'avait dit que nos enfants nous demanderaient compte. Mais M. Norbert, il y a aussi le sommet. Apparemment, vous êtes fatigué. Vous êtes fatigué, la classe politique est fatiguée. Dit, bâton, botika. Ils ne veulent pas. Maintenant, vous avez tourné le visage vers la communauté internationale. Il y a le sommet de la SADC en Angola. Autrefois, c'était en Genève. Il y a eu sommet pour récolter les fonds. Kinshasa avait refusé de partir, mais nous suivons Kinshasa en train de cotiser encore l'argent récolté. Bon, il y a sommet en Angola. Juste autour des sommets, les dossiers aussi de la RDC. Apparemment, c'est les voisins, quand ils voient la maison en train de se brûler, ils disent on ne peut pas laisser ces enfants-là mourir, même si le papa et la maman ne veulent plus de ces enfants. Maintenant, c'est les voisins qui viennent à notre secours. Comment voyez-vous les sommets qui vont se passer en Angola? Non, Cyril. Cyril, franchement, ils peuvent le sauver. Vous savez, le père de l'indépendance, comme Nkrumah, comme Patrice Lumumba, comme Modibo Keïta, Sékou Touré, Nasser pour m'arrêter à ces gens-là, ils ont préféré construire des États-Unis d'Afrique. Mais vous savez, l'Occident, qui est né pour dominer, n'a pas donné cette opportunité. Il a divisé les Africains. Et on s'est retrouvé au groupe de Casablanca et au groupe de Monrovia. On n'a jamais eu les États-Unis d'Afrique. Mais on a créé l'OIA, l'Organisation de l'Unité africaine. C'était quoi? C'était le syndicat des chefs d'État. Ils se soutenaient mutuellement. On a vu qu'on n'a pas avancé avec l'OIA. Il faut créer l'Union africaine. L'Union africaine retombe dans les mêmes erreurs. D'abord, 90% des ressources de l'Union africaine viennent de l'extérieur, de l'Union européenne ou d'autres bailleurs de fonds. Le bâtiment qui est construit en Éthiopie, c'est un crédit qui a été donné par la Chine, etc. Nous sommes assujettis. Et la Chine contrôle aussi les services de communication. Bien entendu, elle vient même de mettre en place une base militaire pour contrôler véritablement ses intérêts en Afrique. C'est ça. Au même titre que les Américains, les Français,
Aujourd'hui, même les Turcs, ils ont des bases militaires, etc. Donc, la situation qui se passe en Angola, mais il y en a eu avant cette réunion de la SADC, mais il y en a eu une autre. Vous avez vu même le président Sassou venir ici avec le président Lorenzo, il n'y a pas longtemps, ils étaient ici. Vous avez vu le président gabonais venir ici. Ils sont les mêmes, les francophones, hein, ils sont les mêmes. Quand vous êtes au Congo, c'est la photocopie de Gabon, la photocopie de Centrafrique, la photocopie du Congo-Brazza, la photocopie de Tchad. C'est la même chose, c'est de bordel. Je vous assure. Moi, je dis, mais il ne faut pas s'entendre à quoi que ce soit. La SADC, c'est une institution. Effectivement, il y a une sorte de symbiose entre les anglophones et les francophones. Ouais, ouais. On peut tirer quand même certaines intentions positives, mais il ne faut pas trop entendre. Le président qui venait de quitter Botswana, vous savez que Botswana, c'est un pays sud-africain, mais qui aujourd'hui... Qui réfléchit autrement. Qui aujourd'hui constitue le miracle économique. Voilà. Et le miracle économique, aujourd'hui, le président est élu pour 5 ans. Il fait une année, il dit je me retire. Voilà. Parce qu'il avait déjà fait 5 ans, il dit non, il ne faut pas devenir rusé, il faut laisser le pouvoir à quelqu'un d'autre qui peut faire mieux. Et il a quitté. Voilà. Et il a même demandé, dit, au Congo organiser les élections. Et il a même demandé gentiment à notre président de ne pas se représenter et de laisser libre cours au processus pour qu'on arrive à des élections libres, apaisées et démocratiques. C'est vrai qu'il a donné du tonus, il est parti. Est-ce que tous les restes, ils auront la même préoccupation? Parce que j'ai connu à un moment donné, lorsqu'on a organisé les élections en 2011, c'est SADC qui est venu ici, qui a fait des déclarations incantatoires pour annoncer des résultats pour lesquels il n'avait aucune maîtrise. Il n'avait aucune statistique. Il a fait des projections et il a considéré ces projections comme étant véritablement une enquête qui a été menée, rien du tout. Est-ce que vous, au niveau de l'opposition, est-ce que vous êtes en train de vous parler? Mais parce que si vous y allez seul, vous serez affaibli. Est-ce que entre vous, vraiment... Non, il faut qu'il y ait émergence. Il faut qu'il y ait émergence d'un nouveau leadership. Même à l'opposition, combien de gens sont là? Ils viennent d'où? Ils ont une mentalité, ils ont une culture. La culture d'euphorie, de jouissance. On me dit souvent que votre vieux Yamayamba, de très belles analyses, de beaux discours. Vraiment, vous sentez qu'il est en train de vibrer, mais quand il sera aussi dans les... Moi, je suis consultant. J'ai dit, mais non. Vous m'avez présenté ici. Moi, j'ai dit non, parce que vous ne le connaissez pas. Moi, je suis consultant. Vous le connaissez pas. J'ai des grands garçons. Mon troisième fils est docteur d'État. On ne peut pas s'amuser avec les gens comme ça. Il faut savoir mesurer leurs valeurs. Mon troisième fils, dans une bonne université de Séoul, à Corée du Sud. Attention. Et ça fait longtemps que je me bats. Tu connais, on est avec vous. Je me bats. Vous croyez que moi, je n'ai pas la capacité de danser? On est oui. Ça fait honte, hein? Moi, je suis capable de normaliser la normale. J'ai la force d'esprit. Ça, c'est le don, l'option que Dieu m'a donné. Quand je communique, je suis convaincant. Mais écoute, ce qui est besoin de nous, il y a un moment où il y a un moment où ce qui est le plus important, vous pouvez disparaître. Voilà. C'est des rêveries romantiques. Je sais, on nous injurie. Et même la famille vous dit, mais honneur. Ça fait 30 ans que je ne travaille qu'avec les institutions internationales. Mais, quel respect se respecter? Comment? Déjà, on leur a tout donné. Dieu leur a tout donné. Mais ils sont incapables. Bayokani, on les va respecter ma cambo, Bayokani, Tiki ma cambo, on a comme ça, le Kiyanki. Papa Ananga. Aucune société ne peut décoller. La force du droit, c'est différent du droit de la force. Et lorsqu'on est dans le droit de la force, à ce moment-là, il y a une sorte de prédominance du pouvoir par rapport aux institutions. Il y a une sorte de répartition de rôle. S'il y a deux notions importantes, le pouvoir et les institutions. Le pouvoir, ce sont des gens qui arrivent, ils sont élus, ils prennent le pouvoir, ils ont un mandat.
Les institutions sont connues, leurs missions sont connues. Elles doivent agir pour construire des garde-fous, pour construire des remparts, pour construire les équilibres entre les différentes institutions. Si ces institutions, le pouvoir judiciaire, le pouvoir législatif, tout ce qui concerne est dominé par un pouvoir qui prend l'exécutif, etc., c'est fini. Vous ne pouvez pas, vous pouvez pas avancer. Le problème est devenu grave et gravissime. Bon, je ne pouvais pas... Je risquais d'oublier cette question. Quel est notre dernier rempart? Ça, c'est la première question. La deuxième question, c'est comment voyez-vous la suite? Parce que la Convention des laïcs catholiques ont promis que jusqu'au 30 avril, si les politiques ne font rien en tout cas, comment voyez-vous tout ça? Non. Les choses s'organisent, non? Voilà. Moi, j'ai fait la pédagogie de libération. J'ai fait des émissions avec toi. Comment on peut libérer un peuple? Moi, j'ai fait la pédagogie. Je suis allé dans les années 90 à Porto Alegre pour apprendre cela au Brésil. Avant que tous ces gens qui ont pris les trains en cours de route en train de montrer qu'ils ont l'argent, etc. Nous avons fait le tour du monde pour apprendre. Vous voyez? Non. Ce n'est pas la déclaration, ce n'est pas une incantation, ça. Ça s'organise. Dans telle rue, dans tel quartier, dans tel village, dans tel secteur chefferie. Comment on s'organise? Qui sont représentants? Quelle est la vision? Qui mobilise? Comment on peut véritablement inoculer un esprit? Mais ça s'organise. Vous faites simplement une déclaration, simplement parce que les gens ont fait. Quand les gens marchent, vous voyez même un torchon médical en train de le poursuivre. Comment les gens peuvent rester pendant 10 jours en train de véritablement de réclamer quoi que ce soit, faisant un sit-in? S'il n'y a pas un budget, alors on fait des choses en termes de déclaration. Non, c'est loisir. Il faut y mettre de la rationalité par rapport à ce qu'on fait, pour avoir les résultats. Encore qu'il faut avoir l'alternative. Ce n'est pas le fait que tel va partir et puis vous venez, mais vous avez quoi comme proposition? Aujourd'hui, jusqu'à preuve du contraire, personne ne nous dit ce qu'il doit faire. Ça c'est gravissime. On ne nous dit pas. On sait qu'il faut que quelqu'un s'en va. Mais on risque de faire la même chose. Mobutu est allé. On a vu la fidèle. Aujourd'hui, on est en où? Et maintenant, le régime peut partir, mais et ceux qui viennent, ils nous proposent quoi? Vous avez vu même ceux qui disent, on est doyen de tous les opposants du Congo. Et maintenant, ils sont repris, non? Ils ont l'impérium aujourd'hui, non? Ils font quoi? Je voulais vous laisser 4 minutes, non, 3 minutes. Vraiment, adressez-vous. Hein. Non, mais je voudrais simplement dire à mes frères que même la gestion d'une famille, ce n'est pas si facile. Si la gestion d'une famille n'est pas facile, c'est que la gestion d'un quartier n'est pas si facile. La moyenne par quartier, ici dans la ville de Kinshasa, c'est 59 000 habitants. Quand je prends par exemple Kimbanseke, aujourd'hui c'est 2 millions d'habitants. Le Gabon n'a qu'1,5 million. Donc le Kimbanseke a plus d'habitants que le Gabon. Et vous voyez, Ali Bongo, c'est comme le bourgmestre de la commune de Kimbanseke. Et vache à Kimbanseke, et regardez Libreville, vous allez vous rendre compte qu'il n'y a pas match, il n'y a pas photo. Non, aujourd'hui, nous avons prôné la restructuration géographique de la République au travers de la décentralisation. J'ai circulé dans 25 provinces et je me suis rendu compte qu'il y a même des endroits, en tout cas à 90%, où les ministres n'ont même pas de vélo. Ils sont là, croisés les bras, en train d'entendre la manne le devoir du ciel. C'est qu'il y a quelque part un problème au niveau des études que nous avons faites, au niveau de la spiritualité qui est la nôtre, au niveau des institutions que nous voulons mettre en place. Je crois qu'aujourd'hui, plus que jamais, que ce soit la mouvance présidentielle ou l'opposition, réfléchissons en profondeur. Que des hommes et des femmes viennent avec des projets, des offres politiques et que nous proposent des grandes réformes. Il est difficile aujourd'hui d'aller, même à l'opposition, poser la question, quelles sont les lois sur l'administration publique, quelles sont les lois sur la décentralisation, sur la forêt, sur l'environnement, sur la police, sur. C'est difficile. Personne n'en a d'ailleurs. Personne n'en a. Donc c'est très grave ça. Donc les gens ne sont pas préparés à gérer la République. Il faut donc plus que jamais prendre conscience de ça et savoir dire quel devra devenir le rôle de nos universités, quel devra devenir le rôle de nos journalistes, de nos médias, que devront devenir, parce que les médias aujourd'hui sont aussi de puissance de pénétration, de domination. Combien de PD nous avons ici, des lesbiennes que nous avons? C'est les médias.
pour montrer que la culture occidentale, elle est prédominante, et tout ce que fait l'Occident, c'est beau, c'est appétissant, il faut prendre ça. Donc, sincèrement, les élections que nous organisons doivent nous aider à poser un premier pas, et je considère que le premier pas a toujours été le plus long. Au président de la République, de montrer que, bien vaut tard que jamais, laisser le jeu libre cours pour que nous ayons des hommes et des femmes, mais qui nous proposent des choses. Mais que la population également puisse sortir de la vision vatrioliste. Non seulement que les élites sont vatriolisées, la population est aussi vatriolisée. Oui, je comprends, parce qu'on ne sait pas faire la démocratie avec 1% ou 2%. On a besoin de l'information. Les partis politiques ne donnent pas les informations. Les populations ne sont pas suffisamment informées. On est dans un flou artistique. Mais le moment viendra où des hommes et des femmes qui sont capables, en tout cas nous faisons partie véritablement de ces gens-là. Nous ne savons pas comment le boulevard va se présenter. Mais nous croyons que nous, on peut bouger ce pays. Parce que nous avons la puissance du savoir. Nous avons la puissance de la connaissance. On ne peut pas gérer un pays comme celui-ci si vous n'avez pas une vision transformationnelle. Nous avons fait les études, nous sommes consacrés. Parce que nous allons programmer une série d'émissions avec vous, afin de bien expliquer la vision pour que le message passe. Merci. En tout cas, je n'ai rien à dire. Merci pour la disponibilité. Merci bien. C'est moi qui vous remercie, Cyril. On est toujours disposé de discuter sur des questions qui intéressent notre pays. Voilà. Merci. Merci bien. Voilà. Je vous salue. Merci bien.